Salut tout le monde, bienvenue avec nous pour ce 24e podcast Manchester Devils. Ce soir, donc Skolcy, je serai avec vous. Salut également à Antoine qui est avec nous. Rebonjour. Donc, enfin, voilà, vous commencez à connaître l'équipe, hein, normalement si vous nous suivez depuis un petit moment. Salut Jérémy, Salut tout le monde, merci d'être là. salut Mohamed Bonsoir à tous, bonjour à tous. et salut à Adama. Salut les gars. Donc, pour les intimes du forum, donc de haut en bas et de gauche à droite, donc Antoine Pité, Jiminy, Moa7 et Mosda95. Et donc Skolcy, comme je le disais. Donc, je rappelle, hein, au cas où que Manchester Devils, donc il y a le podcast que vous suivez. Merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires. Pensez à vous abonner pour être notifié des vidéos qui sortent au fur et à mesure. Et puis on a également le site internet, le forum, donc manchesterdevils.com et forum.manchesterdevils.com. Venez discuter avec des passionnés du club, voilà, hein, échanger des points de vue différents sur l'actualité qui reste riche, hein, même en cette période de Coupe du Monde, et c'est aussi pour ça qu'on est là. Et puis voilà, il y a quelques activités, concours de pronostics par exemple, des cadeaux à gagner à la fin de la saison. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour tout ça. Je vous propose qu'on passe sans transition à la suite. Il y a deux sujets dans l'actualité brûlante de Manchester United en ce mois de novembre, en cette fin de mois de novembre. On va commencer par parler du cas Cristiano Ronaldo, sa belle interview donnée à Piers Morgan et puis la suite, hein, c'est-à-dire rupture à l'amiable de son contrat avec le club. Et puis on enchaînera ensuite avec l'annonce qui a été faite officielle par le club de rechercher des nouvelles sources d'investissement et donc potentiellement ouvrir la porte à une vente, chose qui est attendue par de nombreuses personnes depuis à peu près 2005. On attaque les gars, c'est bon? Oui, il y a Allez. beaucoup de choses à dire. Il y Allons-y. a beaucoup de choses à dire. Et puis, Antoine, à toi l'honneur, hein. Donc, sur le cas Ronaldo, déjà, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu le contexte, peut-être pour les gens qui n'ont pas trop suivi ce qui s'est passé? Et puis, voilà, ton point de vue sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, les conclusions de cette histoire avec la fin du contrat de Ronaldo au club. À toi la parole. Donc, par où commencer? On va commencer par l'explosion et la fin programmée de son contrat. Donc, à la suite du match contre Fulham, Piers Morgan lâche l'interview de Cristiano Ronaldo, à savoir qu'elle a été faite il y a déjà un petit moment. C'est pas une interview qui date du jour du match, comme j'ai pu des fois le lire ébahi sur Twitter. Mais et dans cette interview, ça a l'air d'être l'interview choc qui nous annonçait déjà avant la fin du mercato. Il nous promettait de mettre le feu, en gros, à Manchester United et au club en particulier. Euh, pour résumer, vous me direz ce que vous en pensez, vous, mais moi j'ai trouvé qu'il s'est fait plus de mal à lui et à son image qu'à Manchester United. Euh, il y a quelques points où il a raison, mais malheureusement, il enfonce des portes ouvertes, comme quoi les infrastructures n'ont pas évolué, que le club n'a pas évolué depuis son départ. Ça, il ne le dit pas pour les fans de Manchester United, parce que tout le monde est au courant. Je ne connais pas un fan de Manchester United qui suit allez, au moins tous les matchs ou qui suit un peu l'environnement du club, même si on regarde tous les matchs, qui n'est pas au courant de ça. Donc, je rappelle que même avant son arrivée, il y a déjà des histoires comme quoi la piscine était hors d'état, que les infrastructures féminines étaient juste scandaleuses et même pas dignes d'un club amateur. Donc, ça, c'est des points où on le rejoint. Je vois pas la pertinence d'en parler dans un interview comme ça quand ce club-là te paye 500 000 balles par semaine pour porter ce maillot. Mais bref, au moins, il avait raison. Donc là, on s'arrête tout de suite maintenant sur les points où il avait raison, parce que tout le reste, c'est un tissu de drama, de pleurnichage, hors contexte. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Je pense que je vais pas faire un monologue parce qu'on me l'a reproché. Mais euh, moi, j'avais vu quelqu'un, je sais plus si j'ai lu sur Twitter ou je sais plus, ou si j'avais entendu ça. En fait, Ronaldo, le souci, c'est qu'on a toléré énormément de choses tout au long de sa carrière et un comportement qui est
détestable tout au long de sa carrière. Vous pouvez demander à tous ses coéquipiers, hein. Tout le monde est d'accord sur un point, c'est que c'est un professionnel hors du commun. Ça s'arrête là. Il y a personne il y a très peu de joueurs qui s'entendent vraiment, vraiment bien avec lui. Il y a qu'à voir depuis sa sortie, Casemiro, comme on a dit, qui en off, qui s'en fout royalement, je crois. Bah, après, Casemiro, c'est pas un gars qui a l'air d'être passionné par les dramas. Mais même Varane ou tous ces potes, les dramas qu'il y a eu avec Benzema bref. En fait, ouais, il s'est sabordé et ouais, où je voulais en venir, c'est que on a toléré énormément de choses parce que son niveau de jeu était stratosphérique, mais que être un connard quand tu es fort, ça passe, mais quand tu n'as plus le niveau, tu peux pas garder le même comportement. Ce sera exactement la même chose pour d'autres joueurs d'autres joueurs ou d'autres sportifs qui ont ce tempérament de d'hargneux, comment je veux dire, de diva un petit peu, mais un problème d'ego. Je peux penser par exemple à des Djokovic comme ça, dès qu'il va commencer à être moins performant, ça risque d'être compliqué. Dans d'autres sports, il y a eu des gars comme ça, Rossi, qui était tout sauf clean en MotoGP. Dès qu'il a commencé à plus gagner, il avait le même comportement et ça passait de nouveau pas. Bref, il peut pas garder ce comportement de diva. Et je pense que je vais d'abord laisser mes collègues, slash coéquipiers, donner leur impression avant de continuer, parce que là, j'ai encore été soft sur ce que je vais dire après. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit qui est assez intéressant parce qu'en fait, pour l'instant, je l'ai lu nulle part. C'est vrai qu'en fait, quasiment aucun joueur ne s'est exprimé sur cette interview. C'est curieux parce que, alors, que les joueurs de Manchester n'en parlent pas. Ouais. Juste un point, il y a juste Bruno qui a fait une sortie qui a un peu. Oui, qui a mis ça de côté. Ouais, non, t'as Bruno et Rashford. Rashford qui a dit clairement, en gros, je suis très content d'avoir pu réaliser un de mes rêves, d'avoir évolué avec mon idole. Oui. Bonne chance pour la suite. Bruno, c'était pareil. Il est grand, c'est un adulte. Ça c'est pas des réponses. Juste sur Bruno, il a juste dit ça a été une chance de jouer avec lui, mais tout a une fin. Il n'a pas l'air traumatisé par son départ non plus. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il y a eu des réactions parce que même Elanga, il a été, je crois, interviewé. Bref, je pense qu'honnêtement, tous nos joueurs pris au cas par cas ont dû être interviewés à un moment donné par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, donc, les attentes par rapport à notre équipe sur cette interview, il n'y en a pas. Parce que quand tu as quelqu'un qui critique ouvertement ton employeur, à moins que tu sois complètement débile, tu peux pas te joindre officiellement de son côté. Sauf si tu souhaites que ton contrat s'arrête dans la foulée de ton collègue. Jusque-là, ok. Je pense que personne n'est dans cette situation-là au club. Donc, je n'attends rien de la part de nos joueurs, c'est normal. Mais là où c'est intéressant, c'est que par contre, d'autres joueurs qui n'ont rien à voir, qui ont forcément été aussi interrogés, des Portugais, des anciens joueurs du Real, des anciens joueurs qui sont devenus consultants, donc ils ont tous leur avis. Mais personne n'a vraiment défendu Ronaldo. Personne. C'est-à-dire que on aurait pu quand même attendre peut-être certains anciens coéquipiers qui sont plus dans le milieu, enfin quand je dis plus dans le milieu, qui sont plus en activité, quoi, qui jouent plus, ce genre de choses. On aurait pu attendre quand même des réactions un peu en soutien, même par exemple des gens qui de nature sont plutôt contre le club. Ben, même ces gens-là ne se sont pas mis du côté de Ronaldo. Et si j'en reviens un peu à ce que tu disais tout à l'heure, sa com, elle est mauvaise, clairement, et clairement, il va pas en sentir grandi. Je pense même que ça va compliquer sa situation pour trouver un autre club, lui qui en veut à minima un dernier. Donc je pense que là, il s'est plus mis des bâtons dans les roues que ce qu'il a pu se libérer au niveau d'un potentiel club qui viendrait le chercher pour une fin de carrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, moi, je suis... Vas-y, Adam, je t'en prie. Non, mais ok. Ben, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Le timing n'était pas bon. Sa prise de parole n'était pas bonne. On aurait pu bien prendre la chose s'il avait uniquement parlé des infrastructures du club, ce genre de choses. Mais en fait, il allait beaucoup trop loin. Surtout dans les invectives envers ces deux anciens coachs. C'est pas possible de parler, surtout qu'en plus, t'es encore employé du club. À la limite, si t'es plus employé du club et que t'es dans un autre club, ça pourrait à la limite se comprendre. Mais là, en plus, juste, c'est généralement ce qui se passe. Les gens attendent de quitter le club pour balancer leur cas de vérité. Mais là, il a même pas eu la décence d'attendre, entre guillemets. Ouais, moi, j'ai été choqué. Qu'il ne soit pas d'accord avec les coachs de la nouvelle génération qui demandent. Parce que, en fait, le problème, il est tout simple. Ronaldo, il est dépassé par le football actuel.
Elle est là, la vérité. C'est que dans le football actuel, on demande à tous les joueurs, aux 11 joueurs, de presser, enfin, sauf le gardien, mais on demande à tout le monde d'être proactif. Et lui, en fait, il peut qu'attendre les ballons, en fait. Et ne serait-ce que déjà, il est arrivé pour la pré-saison. Bon, moi, j'avais toujours défendu l'idée qu'il avait des problèmes personnels. Donc, cela s'est avéré être vrai. Stop, Mais stop, monsieur, stop. C'est ce qu'il dit, ça. Moi, je dis pas que que sa fille était pas malade et tout, mais il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il dit dans cette interview, parce que je rappelle quand même avant qu'il dise qu'il y a un problème familial, il avait déjà demandé son transfert, hein. Donc, oui, aucun souci. je veux pas être, Après, l'un dans l'autre. Je veux pas être une mauvaise langue et dire qu'il utilise ça comme prétexte, mais tous les timings et le fait de revenir le premier jour de l'entraînement avec ton agent pour essayer de forcer ton transfert et tout, tous les timings sont louches. Je dis pas que c'est faux, mais je dis pas que c'est pas. C'est juste ça. Ouais. Moi, je vais prendre pour argent comptant, on va dire, l'histoire par rapport à. Moi aussi, je prends pour argent comptant. Par rapport à sa fille, on peut douter effectivement, mais ça serait quand même grave. On va dire que c'est vrai à 100%. Moi, je vais le croire sur cette histoire-là. Mais il y a un truc qui me surprend un peu. On peut reprocher énormément de choses au club, que ce soit les dirigeants, les Glazers, tout ce que vous voulez. C'est un truc qu'on peut pas remettre en doute, je pense. C'est sur ces choses-là, le club n'a jamais fait n'importe quoi sur ce point-là. Enfin, je me rappelle que sur Twitter, quelqu'un disait même pendant la pandémie, c'est l'un des seuls clubs qui payait le salaire de tous les employés. Il n'y a pas eu de personnes qui se sont fait virer. On peut même reprendre l'exemple de Ronaldo sous Ferguson. Quand il y a eu le décès de son père, il lui a dit casse-toi, reste pas ici, va aux obsèques, reviens quand tout sera réglé. Et il y en a plein des exemples. Je me rappelle pas comme ça de tous. Dès qu'il y a un décès, dès qu'il y a un problème familial ou quoi, le club est toujours derrière le joueur en question, peut-être pour se donner bonne figure. Je sais pas, on peut pas juger de l'intention connaissant le board ou quoi, on va pas émettre d'hypothèse là-dessus. Mais en tout cas, sur ces trucs-là, ça m'a surpris un peu qu'ils disent ouvertement, j'ai pas l'impression qu'on m'a cru. Après, comme tu dis Antoine, peut-être que le fait d'avoir annoncé son départ, ça a laissé sous-entendre que il cherchait une excuse pour pas revenir au club, pour retarder sa pré-saison, pour forcer un peu son départ. Comme je dis, je dis les pas deux que se tiennent, mais je pense que pour le coup, moi, je vais me positionner derrière le club pour le coup. Je dis pas que c'est faux, mais je dis que c'est les timings. J'ai bien compris. Timings sont louches et puis même si le club avait des doutes comme Ronaldo le dit, c'est bizarre parce que le club a toujours dit absent pour raison familiale. Ten Hag a toujours dit donc, je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé, vu que tout le monde avait dit ça depuis le début. Mais si le club communique directement là-dessus, dès le premier jour où il était censé être absent, parce qu'il n'était pas censé être absent, hein, mais le jour avant le départ pour la tournée, on a appris, ou le jour ou quelques jours avant, on a appris qu'il était absent. Le club a tout de suite communiqué absent pour raison familiale. Donc, j'ai l'impression plutôt qu'il cherche toujours des coupables pour toute la suite et toute la suite d'événements que lui a créé suite à son retour. Là, il n'y a pas de raison familiale pour quitter le match 2 fois et tout le reste et tout le manque d'entraînement et tout ce qui s'en est. Oui, mais ça, en fait, c'est un début. Et il a sorti cette excuse-là pour les 3 semaines. OK, ça, c'est passé. Ensuite, il y a eu le match contre Rayo Vallecano où il s'en va à la mi-temps. Ça, c'était déjà assez limite. Ouais, mais avec lui, il avait le jeune joueur le plus strict et le plus déjà et le plus professionnel, le plus professionnel du monde du football actuel qui portait son sac. Pour sa défense, pour le coup là, enfin sa défense entre guillemets, hein, ils étaient pas seuls, ils étaient 8 joueurs pour être partis à la mi-temps. Oui, mais c'est ça aussi que moi qui me choque et me déçoit, surtout plus qui me choque, mais vraiment qui me déçoit le plus, c'est que Ten Hag a toujours pris sa défense. Alors, dans les médias, en tout cas, de façade. Il y a que je compte sur lui, il est parti, mais il n'était pas tout seul. À chaque fois, il essayait de faire baisser un peu la température, que les journaux essayaient de justement créer un buzz autour de cette relation tendue, soi-disant, entre Ten Hag et Ronaldo. Il a toujours défendu son buteur, quoi. Malgré les prestations pas ouf. Mais... Vous avez entamé le sujet, du coup, je vais quand même m'infiltrer un peu dedans.
Je pense qu'il y a plusieurs éléments quand même. C'est pas juste une ligne qui a été prédéfinie des événements qui allaient se passer. Déjà, je pense qu'il y a clairement un unlucky timing, un mauvais timing entre le décès de la fille de Ronaldo et la reprise du championnat. Parce que le fils, c'est pardon. son fils. Oui, c'est la fille qui est malade et le fils qui est décédé. Parce que du coup, vu qu'il y avait des spéculations sur son départ sur l'été, le fait de pas le revoir venir et que t'aies pas de suite l'info comme quoi il est décédé, ça met forcément un trouble dessus dans la communication et on sait que c'est compliqué surtout au niveau médiatique. Par contre, ce qui me gêne en communication... le décès de son fils, il a été annoncé. Je suis pas sûr que ça a été annoncé sur le timing exactement. Ici, même à la 5e minute, il y a eu les applaudissements. Le décès de son fils, c'était direct. Par contre, c'est sur, justement, excuse-moi, juste, on précise, c'était sur la maladie de sa fille en été où on n'avait pas de. D'accord. Il y avait pas ou même il y avait des gens qui disaient que c'est sa mère qui était malade, donc personne n'avait de réelle hypothèse, il n'y avait pas de certitude là-dessus, quoi. De toute façon, c'était juste mon entrée pour arriver sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a quand même une mauvaise communication qui a été faite sur toute la gestion de son cas depuis, on va dire, cet été à aujourd'hui. Et la mauvaise communication, c'est dans les deux sens. Ça vient pas que de Ronaldo. Ronaldo, la sienne est mauvaise, de ce que j'en ai vu, mais de notre côté, elle a été mauvaise. Ten Hag a aussi une très mauvaise communication parce que, par exemple, quand les médias te disent, tiens, Ronaldo est parti après le match contre Tottenham, c'est Tottenham qu'il est parti en plein milieu, enfin en plein milieu avant la fin du match. Ouais, non, en fait, il a pas. En fait, il a. Non, Tottenham, il a refusé de rentrer, ouais. C'est quel match il a voulu faire rentrer de rentrer et c'est quel match qu'il est parti avant? 5e minute. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça. Et donc, il refuse de rentrer. Ronaldo dit quelque chose de très intéressant dans cette interview qui, je pense, est vrai. Peut-être qu'on me dira plus tard que non, mais je pense qu'il est vrai. C'est que, déjà, il dit qu'il est pas seul. Ok? Pourquoi est-ce qu'on parle que de Ronaldo? Je veux dire, le boulot d'un coach. Là, j'en viens. Si, il était seul. Non, mais à partir, avant la fin des matchs. Là où il n'était pas seul, c'était au Rayo Vallecano. Mais Tottenham, il est seul à partir. C'est là où j'y viens. C'est qu'en fait, Ronaldo dit dans son interview, et je pense que c'est vrai parce que si c'est faux, publiquement, ça va être repris. Il dit que, en fait, c'est une pratique courante dans notre équipe que plusieurs joueurs partent avant la fin. Vrai ou pas, en attendant, sur un match précédemment, il n'a pas été le seul joueur à partir. Ma question, c'est... Juste, je précise. Non, juste je précise sur le match de Tottenham. En fait, là où ce qu'il dit, c'est que Ten Hag voulait le faire entrer entre guillemets les 5. Lui a refusé. Et lui, il a refusé et il est parti au vestiaire. Mais après, pour Rayo Vallecano, que les joueurs partent en avance. Et d'ailleurs, dans son interview, il dit que ce passage-là, il le regrette. Bon, qu'importe, on s'en fout, tu lui donnes du crédit ou pas, mais en gros, il te fait comprendre qu'à refaire, il refuserait pas d'entrer. Après, il continue d'enfoncer le clou, mais en même temps, il dit des choses aussi qui sont pas entièrement fausses. C'est-à-dire qu'il te dit quand même, le coach, le match avant, te dit, ah non, je vais pas te faire rentrer pour 3 minutes à la fin, je respecte sa carrière. Match après, il veut le faire rentrer pour 3 minutes à la fin. Ça, là-dessus, il a raison. Là-dessus, il a raison, tu peux pas dire. Oui et non, mais. Moi, je trouve que c'est. Je suis pas d'accord sur le match de Tottenham, franchement. Parce que je me rappelle très bien, j'ai la scène en tête, à la mi-temps, si vous vous rappelez bien, on avait justement fait un podcast juste après le match de Chelsea, je crois, où on avait fait un putain de match Tottenham et Chelsea derrière. Tottenham, on fait une mi-temps incroyable, mais on marque pas. Je le vois qui commence à s'échauffer avant la mi-temps. Il allait le faire rentrer. Au retour des vestiaires, on met 1-0, je crois. C'est Fred, si je dis pas de bêtises, à la 48e minute. Donc, il s'est dit, bon, il y a Chelsea qui arrive dans 3 jours. Là, on a marqué. On va voir comment ça se passe. Je pense qu'il avait vraiment en tête de le faire jouer. Il a vu qu'il y avait un autre match important 3 jours après. Il avait pour but de le mettre contre Chelsea. Je suis sûr à 100%, convaincu à 100% de mon hypothèse. Et puis, moi, j'ai quand même un autre souci, moi. Ronaldo est sûrement le pire joueur offensif qu'on ait eu cette année. À part Elanga qui joue pas au foot. Vous pouvez dire tout ce que tu veux. Il a joué quand même 1050 minutes. Il a marqué 3 buts, 2 buts face au Sheriff Tiraspol, dont un penalty, et un seul but contre Everton, son seul but en première ligue. On peut dire merci Pickford, mais il marque. Donc, il a été mauvais. Tous les matchs, il a été mauvais. On ne peut pas me sortir un match où c'était justifié qu'il joue à la place d'un autre. Quand Martial joue à sa place, on a l'impression que Martial s'est pelé. Même Rashford, que je suis dans la même team que toi. Attention à ce que tu veux dire sur Rashford, il a fait 4 bons matchs actuellement. La hype, elle est revenue sur 4 matchs. Hein. Elle est vite redescendue. Mais c'est 4 de plus que Ronaldo. C'est vrai. Mais on parle de 4 matchs sur une demi-saison. On parle d'un joueur comme Ronaldo qui a 38 ans, qui est pas bon, qui a des problèmes de comportement, qui a sauté la pré-saison, qui quand il joue n'est pas bon,
On arrive au match contre City, on perd 6-1, ça vient reprocher à Ten Hag de ne pas le faire rentrer. Ten Hag dit ok, ben, je ne l'ai pas fait jouer parce que c'est un manque de respect de le faire rentrer quand le match est plié. Il en prend plein la gueule, Ten Hag, pour ça. Le match contre Tottenham, il reste 10 minutes, ben, il se dit bah écoute, tu peux jouer là, je te fais rentrer, vu qu'on m'a reproché contre City de ne pas te faire rentrer, maintenant je te fais rentrer, et non, monsieur se casse. Et en plus de ça, le match contre Tottenham, pour moi, en fait, Ronaldo, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est un cancer pour une équipe depuis son début, dans son départ du Real Madrid. Même à la fin au Real Madrid, heureusement, ça s'est bien passé parce que c'est une immense star, une légende incroyable de ce sport, et qu'autour de lui, il avait des joueurs qui sont juste. On reviendra peut-être Je pense qu'il a encore à apporter. Et c'est pour ça qu'Adama dit une chose vraie. Non. Je reviens sur ce qu'a dit Adama. Non. Tant que c'est Ronaldo FC, tant qu'ils s'en battent à l'équipe de chaque club. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est qu'il n'est pas dépassé par le foot actuel. C'est juste qu'il a absolument aucune remise en question. C'est-à-dire qu'il a des qualités, il peut apporter encore des choses dans un effectif. Je te prends l'exemple de Ibrahimovic, l'ego le plus surdimensionné du football. Ouais, mais par contre, il est conscient de son corps, il est conscient de ses qualités actuelles. Son football n'est plus le même qu'il y a 10-15 ans. Ronaldo, t'as l'impression qu'il est encore dans sa tête le mec qui il sprint encore comme Mbappé, qui dribble encore comme quand il avait 20 ans et qui faisait des folies à Old Trafford. Le problème, c'est qu'il n'a pas de remise en question. Il se remet pas en question. Ben oui, mais c'est ce que je te jure qu'il a encore des choses à apporter en termes de buteur, même si le début de saison est catastrophique. Sa finition, tu peux pas la remettre en doute. Oui, en Arabie Saoudite, mais dans le football de haut niveau, il peut sa finition, il rate. On a vu cette saison, puis même l'année passée. L'année passée, en fait, il sauve sa saison sur 3 choses. En Ligue des Champions, en Ligue des Champions, il était très bon. Ça, je suis complètement d'accord. Et en Première Ligue, il a été mauvais une bonne partie de la saison, sauf que ses stats ont gonflé sur quoi? Sur 2 matchs. Norwich, Tottenham. Il a marqué 18 buts l'année passée, ce qui est une très bonne saison. Mais si tu enlèves ces 2 matchs, c'est-à-dire que sur 36 matchs, il a marqué 12 buts. Le moment le plus important de chaque saison en Première Ligue, c'est décembre, janvier. Et en janvier, il nous a vendus. En janvier, contre Brentford, il rate des montagnes. Contre Southampton, il rate des montagnes, seul à 2 mètres du goal. Et tout le mois de janvier, il est extrêmement mauvais. Tout le mois de février, il est extrêmement mauvais. Tout le mois de mars, il est extrêmement mauvais. Et sur la fin de saison, il score. D'ailleurs, les 3 buts contre Tottenham, qui sont très importants. Et ça, il ne faut pas cracher sur quand en plus, il a été très, très bon tout ce match. C'est pas vraiment c'est pas des goals où il est à 3 mètres du goal et il marque. Il a été très, très bon sur ce match. Mais ces statistiques ont masqué la pauvreté de son jeu. Il ne peut plus jouer dans une équipe de top niveau. Et après, notre jeu à toute l'équipe déjà était pauvre. Oui, mais à chaque fois, il a encore des choses à chaque fois qu'on joue. Il ne se non, c'est ça que je te dis. Après, je pense que les gars, je pense que vous avez raison tous les deux, mais c'est juste que vous êtes accordés pas sur le même sujet. Ronaldo peut continuer à jouer, mais pas en Première Ligue. Pas avec ce qui est demandé en Première Ligue. Oui, il peut apporter dans une autre équipe ou à un degré moins. Certains championnats. Il peut. Regarde, est-ce que Ronaldo a les capacités au niveau du foot aujourd'hui pour apporter? Oui. Mais la tête, ça va pas. Parce que dans sa tête, il est encore tête à tête avec Messi. Il a pas 38 ans. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de remise en question. Il se croit encore le meilleur. Alors pourtant, il n'est plus le meilleur. C'est pour ça qu'il peut pas. Toi, tu pars du postulat qu'il peut le faire, mais qu'il a un problème d'ego. Donc, s'il règle ça, il peut le faire. Moi, je pars du principe qu'il peut pas le faire parce que c'est son ego qui l'empêchera toujours de le faire. Aujourd'hui, on parlait d'Ibrahimovic. Ibrahimovic, qui était un ego surdimensionné aussi, peut-être encore plus que Ronaldo, mais Ibrahimovic a toujours joué pour l'équipe. Toujours. Dans n'importe quelle équipe, même s'il faisait des sorties de malade. Alors, il a pissé sur le PSG en partant. Il a fait des interviews qui nous ont bien fait rigoler. Sur Manchester aussi, t'inquiète. Oui, moi, mais quand même. Oui, exactement. Oh non, mais il parle tout le temps. C'est Ibrahimovic. Mais je trouve que quand il critiquait Manchester, c'était pas vraiment l'histoire. C'était pas de la critique. Contrairement au PSG où il disait en gros avant nous ça n'existait pas. Là, il dit clairement en fait, le club est resté figé sur ses années glorieuses. Alors que et même Ronaldo l'a dit. Depuis qu'il a quitté, il est revenu, c'est la même chose. En fait, où je veux en dire sur le débat, est-ce que Ronaldo peut apporter? Pour moi, il ne peut plus apporter parce que dans sa tête, il se prend pour le joueur qu'il n'est plus du tout. L'année passée, pour revenir, c'est là où on a resté. Là, j'ai été chercher les stats. Donc, il marque en Première Ligue 18 buts.
il faut savoir que du mois de décembre, donc du 2 décembre, je vais partir depuis la victoire contre Arsenal, on gagne 3-2, du 2 décembre jusqu'à fin février, donc jusqu'au 5 mars, il a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 matchs. 13 matchs pour 5 buts, une passe décisive. Sur les 5 buts, il y a 3 pénaltys. C'est là qu'il nous vend. Ses statistiques sont gonflées l'année passée. Pourquoi ? Parce que quand tout était réglé, parce que il a commencé à marquer le 12 mars contre Tottenham, où il en met 3, puis après, il remarque 3 contre Norwich, et il marque après contre Arsenal, Chelsea et Brentford à la suite. Mais à ce moment-là, on est déjà foutu. On est déjà 6, 7, 8e, on n'a déjà plus aucune chance d'être dans le top 4. Donc, il a marqué des goals quand ça comptait pas. Est-ce que ces goals comptent moins que s'il les a marqués ? Non. S'il est marqué une autre période, non. Mais il faut remettre en perspective ces deux choses. Il y a aussi une autre chose, pour tous ceux qui disent mais sans Ronaldo, on aurait été beaucoup moins fort. Je ne suis pas d'accord. L'année d'avant que Ronaldo arrive, on a une équipe qui est bien plus forte offensivement que l'année passée. Bien plus forte. Il y a tous les chiffres le montrent. Tous les joueurs étaient super forts. Merci Greenwood, on le salue. Non, puis il y a aussi l'argument que de toute façon, tu peux pas dire sans Ronaldo, si t'as pas Ronaldo, t'as un autre joueur à la place. Donc tu peux pas séparer Ronaldo avec un effectif moins un joueur. Il y aurait un remplaçant. En fait, on peut pas vraiment savoir si c'est vrai ou pas. Il y a une chose en tout cas qu'on peut être sûr, c'est qu'un autre joueur serait arrivé, comme tu as dit, et en termes d'effort et de comment on dit ça, accaparer l'attention et surtout de ses coéquipiers, il les bride un petit peu, on va pas se mentir. Sur ça, c'est sûr que t'enlèves un poids, ouais. Avec lui en moins, en tout cas. Comme tu dis, on peut pas dire qu'on aurait été meilleur sans Ronaldo, parce c'est de l'hypothèse, donc dans un monde hypothétique, tu peux faire dire n'importe quoi. Ce sera jamais vrai, jamais faux. Par contre, ce qu'on peut dire comme fait, que vous pouvez faire les analyses que vous voulez, offensivement, on était meilleur avant son arrivée. Et cette année, depuis qu'il a un rôle moins important, on est de nouveau meilleur. Après, on a changé de coach. On a changé de coach, exactement. Et on peut revenir peut-être maintenant, vu qu'on a parlé de son niveau et tout ça, on peut peut-être parler aussi de ce qu'il a osé dire sur les coachs depuis qu'il est là. Parce que pour moi, c'est là le plus scandaleux. Moi, j'étais très énervé qu'il parle comme ça de Rangnick. Rangnick était Ten Hag. Non, alors moi, c'est sûr, on va commencer par Rangnick. Rangnick le premier, ouais. Par son coach actuel, surtout. Ouais, moi, je vais commencer par Rangnick parce qu'en fait, pour moi, ça va commencer par Rangnick, après, on va aller sur Ten Hag. Ouais, si on peut peut-être laisser juste la parole à Dama parce qu'il a moins parlé depuis le début et il voulait dire un truc là. Vas-y sur Rangnick, de toute façon, je suis d'accord avec toi. Donc... Je laisse toujours parler quand les gens sont d'accord avec moi. Là, il était colère, là, Adama. Donc... ouais, non, mais franchement, parce que après, outre le fait que j'aime bien à la fois Rangnick et Ten Hag, Rangnick, il est venu avec une mission où il était dans la même mission que Ronaldo, là, de ce qu'il dit. Tu peux pas le flinguer parce que t'es pas d'accord avec lui. De dire que c'est pas un coach, que c'est un directeur sportif, à la limite, oui, c'est fou. Oui, ça peut être vrai, mais je te coupe Adama pour que tu puisses justement continuer, mais je veux que tu éclaircisses quelque chose quand tu continues. Ce que tu vas dire sur Rangnick, et je te laisse la parole de ce que tu vas dire, tu lui reproches la forme, le fond ou les deux ? Les deux. Même le fond. Bien sûr. Les deux. Je vais même te sortir une approche exacte. On a tourné un podcast ici où on était OK à se poser des questions de pourquoi est-ce que quand tu as besoin d'un entraîneur, on fait venir un directeur sportif. On l'a dit, on en a parlé ici, on l'a tourné ici. Moi, la forme, pas de problème, je suis choqué avec toi. Ce qu'il dit, la forme, ça se dit pas. Mais le fond, la question de se la poser, moi, c'est pas choquant. Non, premièrement, non, parce que c'est son boss. C'est choquant. C'est son boss. Bah oui. Donc, tu acceptes. Et puis, la phrase exacte qu'il dit, c'est et quand vous voyez certains de ces coachs qui arrivent, donc pour lui, Rangnick arrive, mais bref, de toute façon, il a d'autres QI, mais bon, qui veulent révolutionner le football, je ne suis pas d'accord, j'ai mon opinion. Mais on s'en fout de ton opinion, c'est pas toi le boss, mon gars. Ils sont d'accord ou pas. Il dit, ils sont d'accord ou pas, ça fait partie du jeu. En fin de compte, je suis dans un club pour gagner, avec mon expérience, je veux aider. Comme toujours, il y a des coachs qui ne l'acceptent pas, ça fait partie du jeu. Ben non, mon gars, ça fait partie de ton jeu d'ego, c'est tout. Si Rangnick te dit, et Rangnick, il a prouvé assez de choses dans le foot, c'est pas un nouveau coach, ses préceptes, bref, on en a déjà assez parlé de Rangnick. Juste qu'il n'est pas assez connu dans la sphère. Non, c'est pas, mec, il a été amené au mauvais moment. C'est pas son problème.
J'ai Oui, pas la moi même c'est pour analyse. ça que je suis d'accord avec vous dans le sens là il y a que Jérémy, je pense, qui est un peu Alors attendez, j'ai pas la même qui peut analyse parce accepter que le fond. j'ai pas la même analyse parce que il y a un paramètre que vous prenez pas. Vous appelez le coach le boss parce que ok, vous le voyez d'un point de vue quand t'as les joueurs qui disent boss, mais le vrai boss de Ronaldo, c'est l'employeur, c'est Manchester United. À aujourd'hui, si on interroge le board de Manchester United, vous considérez qu'ils pensent que Rangnick a rempli sa mission et qu'ils sont contents de sa prestation chez nous? Ça, c'est un autre sujet. Là, Non, mais non, c'est pas notre sujet. Non, c'est pas notre sujet parce que là, on parle d'un cas qui est passé et Ronaldo parle d'un cas qui est passé. Et avec ce discours-là, Ronaldo, il est aligné au board actuellement. Non, mais Jérémy, après, non. le board peut ne pas être content de Rangnick et de ce qu'il a apporté, mais après, est-ce qu'ils lui ont donné aussi les moyens d'accomplir sa mission C'est correctement? encore un autre débat. On va Ça, pas faire on des en C'est reviendra. un autre débat, mais en là, fait, actuellement, regarde, pourquoi, je vais juste, je peux prendre la parole 2 secondes. Pourquoi je te dis que moi, le fond, le fond et la forme me dérangent. Le fond, dans le sens où un club, il te ramène n'importe quel coach, tu sais pas s'il va avoir du succès ou pas. Tu écoutes le discours du coach, si ça passe, peut-être que le succès va revenir, peut-être que ce coach aura du succès, que ce soit un no-name comme il l'a dit au sujet de Rangnick, c'est un gars que personne connaît, les coachs qui veulent changer le foot, comme il l'a dit Antoine, hein, ses préceptes ils sont connus et reconnus, il a formé les plus grands coachs allemands à l'heure actuelle. Mais même si demain on nous ramène un gars qui a coaché uniquement en CFA où il te dit que ses idées ne vont pas passer. Alors bien sûr, le football de haut niveau, c'est encore un autre niveau, il faut de l'expertise, de l'expérience. Le problème, c'est que si tu ramènes des gars qui n'ont jamais d'expérience, bah, comment ils vont se la faire, leur expérience? ouais, mais le Moi, problème, c'est pour ça que je suis pas d'accord sur ce là, de la point-là. manière dont vous en parlez, il y a un truc qui ne me convient pas, c'est que vous parlez pas de la temporalité. Il parle d'un coach qui est passé, il donne son avis, son analyse sur quelque chose qui est passé, ça me choque Mais pas. pour lui, c'est pas un coach. Oui, Non, si, oui, mais mais pour lui, son- c'est pas un coach. À l'inverse de parler du son coach attitude. actuel, là, Oui, par mais- contre, moi, ça me va pas. Mais t'as le droit de parler d'un coach qui est passé, t'as le droit de dire j'étais pas en Non, phase mais avec lui, ce que vous demandez de non, faire. Non, parce que- mais non, en fait, Ou même de lui, son il dit que arrivée. c'est pas un coach. Mais lui, il dit que c'est pas un coach. Il dit déjà, il lui manque de respect. Il dit, on Dès fait le début, venir il l'a fait. un directeur sportif. Et ça, c'est vrai. pas acceptable. Mais c'est Mais non, factuellement c'est pas vrai. acceptable. Mais c'est Non. factuellement vrai. Rangnick, à il n'avait pas l'instant coaché T, depuis combien d'années? Oui, oui, c'est pas grave, ça. mais ça reste quand même, ça reste quand même un coach. Domenech, il n'avait pas coaché depuis X années, il était consultant, et pourtant, il est revenu à Nantes. Guardiola, c'était pas un Oui, mais coach du avant coup, d'être au Barça. Mais en oui, fait, non, mais moi, ce ok. qui me dérange, c'est Mais pas ce au moment T où tu le recrutes, c'est pas un coach. C'est le fait de le recruter. Le problème, qui est Oui, un coach. à l'instant problème, T, Jérémy- tu peux remettre ça en cause. Mais le problème, c'est qu'il a déjà été coach. C'est pas comme si c'est un gars qui sort de nulle part. Voilà, oui. Tiens, prends l'équipe, Et- fais ce que tu peux. Son expertise Ouais. est reconnue. Mais le problème, c'est pas ce qu'il dit sur Rangnick. Le problème, c'est que c'est dire, ça va totalement avec, ça correspond totalement à l'agissement de Ronaldo dès la domination de Rangnick. Dès que Rangnick a voulu mettre le pressing en place, a voulu mettre un jeu à intensité, qui c'est qui tirait tout le monde vers le bas? Et ça, tout le monde est d'accord, tout le monde l'a vu. Et si tu Tout le si tu monde, es je sais d'accord pas. Pour moi, tout le monde tirait Ouais. vers le bas. Je sais pas si je Non, pense mais- pas qu'ils aient non, une non. raison de Ronaldo Si, pour pas si, faire ce qui est. Mais Regardez les pour le débuts. coup, je peux pas là, en aller à disant ça, l'encontre. Jérémy a non, raison, les mais gars. La plupart de là, vous dites Regardez les débuts. vous dites ça, alors Regardez les qu'avant débuts. l'arrivée de Ronaldo, on avait Regardez déjà les le même débuts. problème. Non, regardez Non. les débuts de Rangnick. Le seul gars qui pète tous les principes de Rangnick, qui est basé pas à 100%, mais à 80% sur du gegenpressing. Le gars qui, dès le lendemain du match contre Crystal Palace, à chaque fois pète le pressing parce qu'il ne court pas, malgré les efforts de gars qui n'ont jamais fait d'efforts tout le reste de la saison, c'est Là, toujours les le gars, même. je suis pas d'accord. On a Bah, une t'as le droit mémoire de pas être d'accord, mais sélective. faut Là, regarder les gars. les matchs, Le les gars. pressing, il a duré Allez une minute regarder les matchs. Crystal Palace. Non, c'était tout le Rashford, il match. courait. Non, mais C'était les tout le gars, monde. les gars, c'est un Martial, il pressing courait. collectif. Martial, il était assez Pressing vite. collectif, le principal joueur pour un pressing, c'est l'attaquant de pointe. Quand l'attaquant de pointe, il veut pas courir parce que ça lui fait chier et qu'il a pas le niveau et qu'il sait pas courir parce qu'il court plus depuis au moins 5 ans parce que c'était Benzema qui lui ramenait tous les ballons dans les 16 mètres. C'est lui. Et si tu as ton attaquant de pointe qui ne fait pas le pressing, tu peux mettre Sadio Mané, tu peux mettre n'importe quel joueur réputé pour être les meilleurs presseurs au monde autour, ça ne servira à rien. Et Ronaldo, depuis le début, il a savonné la planche. Ça, c'est sûr pour Rangnick. Après, on peut passer, parce que de toute façon, on va pas être d'accord là-dessus. Mais ce qu'il dit sur Ten Hag, ça montre bien. D'ailleurs, Ten Hag, c'est bizarre qu'il ait un problème avec Rangnick et Ten Hag, parce que Rangnick et Ten Hag, comme par hasard, ils étaient 100% d'accord sur le rôle de Ronaldo dans une équipe de haut niveau en 2022. Et Rangnick voulait déjà le vendre dès janvier dernier. Et est-ce qu'il avait tort? Absolument pas.
Absolument pas. Il avait sûrement anticipé le fait que ça allait être compliqué. Alors, on n'aurait pas pu le vendre l'année passée parce que ça aurait été incompris et tout. Et même cet été, ça aurait été difficile de le vendre, même si moi, je voulais qu'il parte. Hein. Mais Ten Hag et Rangnick étaient d'accord sur un. C'était pas difficile à vendre cet été. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas eu les offres. Il y a aucune offre. C'était pas difficile à le faire partir. Hein. C'est avec une offre correcte d'un autre club, il serait parti. Le club était prêt à demander de prix de transfert pour le laisser partir. Même... Et puis, les prix qui ont fuité, c'est que Manchester United demandait 10 millions. La seule offre qu'ils ont eue, c'est d'Arabie Saoudite. Et moi, je comprends que Ronaldo, il a plus à apporter que l'Arabie Saoudite. Mais au final, en fait, si je peux synthétiser ça, il manque de respect à Ten Hag, comme rarement on a vu. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Ronaldo commence à être en dehors de l'équipe et commence à causer des problèmes. Le seul moment depuis 10 ans où enfin on commence à avoir un collectif et plus une association d'individualité. Parce que ça va bien sans lui. L'ego ne l'accepte pas. Ça va moyen plus sans lui, c'est toujours pas le feu. T'as compris, quoi. On est d'accord, ça va mieux. Nos victoires cette année, elles sont avec ou sans lui? Sans lui, je suis d'accord avec toi. Mais je mettais juste une nuance sur ça va bien parce que là aussi on a une mémoire sélective sur les résultats. Mais au final, tout ça c'est un problème d'ego pour lui. Il sent un manque de respect, mais je suis désolé, le manque de respect, il n'est pas dans ce sens-là. Ten Hag, son rôle, c'était quoi? Ten Hag, cet été, Ronaldo est encore au club. Il vient d'arriver dans le club. Il ne peut pas dire Ronaldo, tu dégages dans les médias. Peut-être qu'il l'a dit en privé, personne ne saura. Peut-être qu'il l'a dit au board, écoutez, c'est pas l'attaquant qu'il me faut. Moi, je pense qu'il y a dû avoir d'autres communications parce que dès le début, il semblait amoureux de Martial, Rashford, Sancho, Garnacho, il voulait Anthony et tout. Donc pour moi, ça sentait pas bon. Mais son rôle dans les médias, c'était quoi? C'est de dire, on soutient Ronaldo, c'est un joueur important. C'était obligé, s'il reste la saison, tu peux pas dire, écoutez, on va faire avec lui puis on verra. Donc dans les médias, il était juste. Il l'a pas fait jouer au début, c'est normal. Mon gars, t'as sauté 3 semaines de préparation. Le seul point où je suis un peu moins d'accord avec ça, c'est que Anthony a pas fait la préparation, puis le premier match, il était titulaire. Donc ça, c'est la seule incohérence que je vois dans la différence de traitement. Il y en a une deuxième. C'est pas le même poste. C'est pas le même poste. Il y en a une deuxième, c'est un ailier, un attaquant pointe. Sur le même poste, c'est Martial, les gars. Martial, on va pas se mentir, il a fait la pré-saison, mais je crois qu'on l'avait dit avec Jérémy au précédent podcast. Il s'était blessé en pré-saison. Dès qu'il revient, il est titulaire, alors que Ronaldo, il devait faire des pieds et des mains, on va dire, pour avoir une titularisation. Parce que c'est l'attaquant principal. Et pour moi, c'est tout à fait cohérent, en fait. On en avait parlé, il a fait la pré-saison. Si, pour moi, la pré-saison en 7 matchs. En 7 matchs, Martial, et ça lui donne raison. C'est pour ça que dans les deux cas, que ce soit Anthony ou Martial, les deux joueurs différents, ça donne. Je suis pas totalement d'accord avec je suis pas offusqué, mais il a raison dans les deux résultats parce que les débuts d'Anthony sont très bons. En tout cas, statistiquement, même si je le trouve très brouillon et puis que de son côté, j'ai pas de pied droit, ça va vite m'énerver. Mais, et Anthony Martial, en pré-saison, il est excellent. C'est peut-être le meilleur Anthony Martial qu'on ait vu dans le jeu, même si c'est que de la pré-saison. Et à chaque fois qu'il joue, Anthony Martial, il est bon. Mais alors que Ronaldo, gestion des égos. Au-delà des gestion de l'effectif, gestion du groupe. C'est le meilleur passeur d'équipe. Non, mais en fait, on oublie une chose. On oublie une chose, c'est que quand il est arrivé, Ten Hag, Ronaldo, normalement, ça devait être l'attaquant principal. Sauf qu'il a loupé les 3 semaines. Marcel a été bon durant ces 3 semaines. Et après, comme je pense que Ten Hag savait que Ronaldo voulait partir, il s'est dit, bon, l'attaquant principal sera Martial. Martial a été plutôt performant en pré-saison, il s'est blessé. Et quand tu es attaquant principal, même si quand tu reviens, on te remet direct. Si un Lewandowski, un Benzema sont absents pour blessure, dès qu'ils sont disponibles, ils seront titulaires, peu importe qui joue devant. Et pour moi, c'est tout à fait logique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Juste un point encore. On oublie assez vite, il est puni le premier match. Il joue quand même 37 minutes, sans avoir fait un seul. Ouais. Le deuxième match contre Francfort, il joue 90 minutes. Pourquoi? Parce que Martial est blessé. Parce que Martial est blessé. Donc tout est logique, en fait. Quand il se fait suspendre parce qu'il supporte pas que Manchester domine et défonce Tottenham, il se fait suspendre un match. Déjà, d'ailleurs son interview, il est estomaqué d'avoir pris 3 jours de suspension, blaireau. Mais j'allais soulever le premier match, le match d'après sa suspension contre West Ham, 90 minutes. Le match d'après, 90 minutes, capitaine. Les 2 matchs, il est inexistant.
C'est exactement ce que j'allais dire. Là où justement l'interview aussi et le timing est dégueulasse, je trouve, et il parle de manque de respect, c'est qu'après justement cette suspension, il enchaîne 4 matchs titulaires et Ten Hag lui fait même le brassard. Bon, parce que Bruno était pas là, j'étais pas d'accord. voilà. Ça, par contre, je trouve ça scandaleux. Tu donnes à De Gea, je m'en fous, tu donnes pas le brassard à Ronaldo après ça. Ça, je trouve que c'est scandaleux. En plus, quand il vient c'est pour ça que moi ça me scandalise encore plus qu'ils disent. En fait, c'est là que ça montre que. Voilà, oui. c'est ça. Ten Hag faisait clairement un pas vers lui, entre guillemets, après ce match à Tottenham. Ouais, ça reste une erreur, mais peut-être que justement, ils ont mis un peu de. Enfin, lui, en tout cas, Ten Hag a mis de l'eau dans son vin. Et d'ailleurs. Il l'a pas oublié. Hein. D'ailleurs, quand tu vois la non-réaction qu'on disait tous au début des joueurs de Manchester United, d'ailleurs, les premiers échos, c'est même pas une non-réaction, c'est plutôt un soulagement de son départ. Les passes droits Ronaldo devaient énerver pas mal de monde en interne. Alors, je sais que le clan des Anglais, Shaw, Maguire, Rashford, Sancho étaient assez contre lui. Bruno Fernandes, c'était à double tranchant parce que il le respecte, mais il est portugais, donc il n'y a pas trop le choix. Il est nettement moins fort avec lui. Mais quand tu vois les autres, Casemiro, Varane, Lisandro Martinez, de toute façon, je pense que lui, il s'en fout de ton statut, il va te rentrer dedans quoi qu'il arrive. Même je pense que ceux qui sont soulagés, c'est aussi les jeunes sur qui il a parlé en disant qu'il y en avait des jeunes qui n'étaient pas assez professionnels. Ça, il a peut-être pas tort non plus. Hein. Alors moi, je suis assez... oui et non. Déjà, je ne sais pas de qui il parle. Parce que je ne sais pas de qui il parle, en fait. Alors, moi, j'ai au moins un nom. C'est pas. Non, c'est pas pour lui. Me dites pas non. Je suis non, si je suis non. C'est plus un jeune. Non, moi, je pense que c'est mon joueur. Moi, je crois que c'est mon joueur préféré. Il parle de Lingard. Non, les gars, on a un tweet il y a 2 mois qui sort qui te dit que cette année le club est très content parce que Rashford est ponctuel. Non, mais arrête quoi. On est en train de te dire que ton attaquant principal est ponctuel, on est content. Ah bah ça te dit ce qui s'est passé l'année dernière, hein, les gars. On n'a pas vu ces tweets. Pardon. On rigole 2 minutes. Mais même si je suis assez d'accord, et puis même, tu peux aller. Garnacho, il est arrivé les deux. S'il n'a pas joué en pré-saison, on a appris que c'était lui le. Oui. Mais je prie qu'il fait des attentats dès qu'il rentre ou à l'entraînement. Sancho, c'est mon joueur préféré de l'équipe. Voilà. Non, les jeunes, c'est compliqué. Greenwood, c'était sûrement le meilleur à l'entraînement, mais bon, voilà. Martial, je vais pas vous rappeler son passif. Martial n'est plus jeune. Ouais. Martial, Rashford ne sont plus jeunes. Si tu me dis McTominay comme jeune. Ils sont plus jeunes, mais pour le club, ils sont toujours considérés comme très jeunes. Hein. Vous voyez la communication du club là, autour de ça. Ronaldo, il est jeune aussi, les gars. Ronaldo, c'est comme Lingard qui est un jeune joueur. Mais après, au-delà de ça, juste sur les jeunes, moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a un problème d'exigence dans ce club en termes d'effort. Mais il y a plusieurs façons de changer ça. Premièrement, je pense que le coach a changé pas mal de choses. Il a l'air d'être assez intransigeant là-dessus. Et c'est bizarre, il y a des joueurs qui recommencent à progresser. Donc, c'est surprenant. On n'avait pas vécu ça depuis. Le cas Garnacho est très parlant. Ouais, mais. C'est pas bon, tu changes d'attitude, on regarde qu'est-ce qui peut se passer. Et tu regardes même des joueurs qui ont été plutôt bons. Bref, ils donnent des chances. Mais sur les jeunes, je voulais en revenir, c'est que. Quand tu vois Ronaldo, comment il communique depuis une année, hein, c'est pas seulement depuis cet été. Quand tu vois comme il les défonce à chaque fois. Comme tu vois, en plus, les joueurs, alors Garnacho et Elanga, c'est un peu différent, mais Sancho, quand lui il arrive, Sancho, c'est une star en Angleterre, même si en Allemagne c'était un monstre, en Angleterre c'est encore très compliqué. Même si il a un peu progressé, mais bref, c'est très compliqué. Mais Rashford, c'est une star malgré ses performances. Et Martial, voilà. C'est pas comme tu dis, c'est pas des jeunes qui sortent de l'académie. Quand tu vois que dès les premiers matchs, à chaque passe que tu rates, tu te fais défoncer. À chaque shoot que tu fais, alors que Ronaldo était plus ou moins libre, il râle, il te gueule dessus. Est-ce que tu as vraiment envie d'aller vers lui pour lui demander des conseils? Et est-ce que Ronaldo, c'est le meilleur prof du monde? Est-ce que Ronaldo, c'est le gars à qui il faut suivre les conseils? C'est pas dit. Il y a pléthore de très très grands joueurs. Je suis désolé, pour moi, Ronaldo, R9, pour moi, le meilleur joueur qui a foulé cette planète de tous les temps. Je suis sûr qu'il faut pas suivre ses conseils. Et je suis sûr qu'il faut pas lui demander des conseils sur tout et tout rien. Ouais, Ronaldo, il a une éthique de travail qui est légendaire, exceptionnelle dans le monde du sport. Peut-être à part LeBron James, je vois personne.
qui a cette éthique-là, ou Nadal peut-être. Mais bref, c'est des extraterrestres. Mais tu peux pas défoncer les joueurs parce qu'ils font pas la même chose que toi. Donc, moi, je comprends les jeunes joueurs qui ont eu de la peine avec Ronaldo. Et hormis Garnacho, qui a l'air d'être une vraie groupie, et Dalot, qui est le joueur le plus professionnel de l'histoire, hormis ces deux-là, ben, on n'a jamais tellement eu de lien entre Ronaldo et les jeunes, en fait. Que ce soit des jeunes de l'académie ou pas. Alors que, mais après, c'est pas un défaut de Ronaldo. Tu vas voir au PSG, les jeunes, ils sont déjà giclés avant qu'ils arrivent en équipe première, mais il n'y a pas un lien entre Messi et les jeunes qui sont incroyables. Non, de toute façon, il n'était pas pris pour ça. Ronaldo, il a été pris pour des résultats immédiats sur 2 ans. Il n'a jamais été pris pour. Non, il n'a pas été là en formateur. C'est pas Solskjaer quand il était revenu pour faire coach des attaquants sous Ferguson. Tu vois. Donc, je finis 2 secondes. Donc, et après, on enchaîne et on passe sur l'autre. Oui, son passage sur les jeunes est dramatique, comme l'ensemble de son interview qui fait plus de mal à lui qu'au club. Mais sur les jeunes, en fait, c'est pas lui le fautif, comme c'est pas les jeunes les fautifs, c'est juste 2 générations complètement différentes. Je suis plutôt de l'avis de la génération de Ronaldo pour le défendre que de la nouvelle génération. Moi, j'ai 30 ans, je suis entre les deux, moi. Donc, mais c'est pas un mal que les jeunes viennent pas te quémander des conseils sur chaque passe, sur chaque aspect de ton jeu, parce que Ronaldo, faut aussi qu'il comprenne une chose, c'est que ce que Ronaldo fait, c'est peut-être le seul capable de le faire. Et si moi je commence la moto, je vais pas demander des conseils à Valentino Rossi ou à Marc Marquez ou à qui tu voulais. Donc, dramatique, comme tout le reste de son interview. Heureusement qu'il y a Dalot qui va lui remplir les gourdes et faire son gâteau quand il rentrera du mondial. Parce que... Je voulais juste, avant que tu passes à la suite, Elie, rapidement, je voulais revenir sur juste... Un petit truc rapide, on peut rester là jusqu'à non, en fait, c'est juste ce qu'il a dit sur Rooney, en fait, qui m'a vraiment énervé, quoi. C'est pas entre ce qu'il a dit sur Rooney et quand Gary Neville a remis un peu son statut en question, il a pas osé aller lui serrer la main. Ça te montre un peu l'ego du bonhomme, quoi. Je trouve ça un peu triste. Sur Rooney, il a raison, mais à quel moment tu viens tacler le physique Ouais. Mais non, il a même pas raison, parce que Rooney n'a rien dit de grave en soi. Il a juste dit, Rooney le défonce. Ouais, Rooney, il est régulier quand même. Il est régulier dans les déclarations. Rooney par contre, quand même. Par contre, tu parles pas de sa tête. Aux États-Unis, et ça cherche le buzz, ça lui pose la question, mais sinon, il a rien. Il a dit en gros qu'il devra accepter que c'est plus le meilleur et que voilà, faire des efforts un peu plus pour le collectif. Et si le coach le met de côté, c'est pour le bien du club, de l'équipe, tout simplement. Ouais, il vulgarise un peu, mais dans les grandes lignes, c'est ça, quoi. Sur Ronny, je suis d'accord qu'il lui mette un tacle, mais juste pas le physique, quoi, parce que ça montre, quand tu t'attaques au physique, ça montre la. Mais Gary Neville, il a osé dire, ouais, peut-être mais ils font du buzz sur moi en disant bon. Ah non, c'est petit, franchement, c'était très petit. Je comprends que Carragher, il y a l'historique Liverpool, tu vas pas lui serrer la main. Mais tes deux poteaux, comme on dit. Tu peux même lui cracher dessus. C'est petit. C'est pas digne d'une légende, ça. Vas-y, Elie. Reprends la main. Avant qu'on parle, j'ai entendu le mot légende évoqué, donc avant que ça reparte dans un long débat. Deuxième sujet quand même de la soirée. On a fait 3 quarts d'heure sur notre ami Cristiano. Oh, je pense qu'on aurait pu faire 3 quarts d'heure de plus. Oui, on aurait pu faire 3 heures. Et oui, malheureusement, c'est une légende du club. Non. Alors, il y a eu un communiqué qui a été publié par le club effectivement, la semaine dernière, je crois, expliquant que voilà, le club restait ouvert à différentes possibilités pour aller chercher des nouvelles sources de croissance. Donc, ils ont annoncé voilà, qu'il y avait pas mal d'alternatives stratégiques, comme ils ont écrit, qui étaient considérées, notamment une vente potentielle du club. Alors là, j'ai le communiqué sous les yeux en anglais. Voilà, le board va considérer toutes les alternatives stratégiques, incluant un nouvel investissement dans le club, une vente ou d'autres transactions impliquant la compagnie. On ne parle plus du club, là on parle de la compagnie ou de la marque Manchester United. C'est la société. Red Company. La corporation. Bon, voilà, comme on disait, les Glazers ils sont arrivés il y a
17 ans. Je crois que depuis 17 ans, il y a des gens, même avant, qui prennent officiellement le contrôle, hein, qui ont essayé de les rendre persona non grata, de faire en sorte qu'ils mettent jamais les pieds à Manchester. Ça s'est fait, ça fait 17 ans qu'ils sont là. Et là, a priori, on entrevoit peut-être une porte de sortie. Jérémy, je crois que tu avais envie de démarrer sur le sujet. Comment tu vois la suite? Est-ce que c'est pas du pipeau, de la poudre aux yeux pour donner un os à ronger aux supporters? Pourquoi est-ce que les Glazers ils s'en iraient maintenant? Voilà, comment tu vois un peu les choses là-dessus? Alors, juste en étant bref, mais quand même, avant de parler de l'avenir, il faut parler un peu du passé. Donc, juste, tu as commencé un peu à expliquer qu'ils ont repris le club. Je pense que ce serait bien juste de... Je vais faire un rapide point au niveau de mémoire pour ceux qui le savaient déjà ou pour ceux qui le savent pas. Donc, quand les Glazers rachètent le club, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une manipulation financière pour qu'en fait, Un LBO. l'argent qui permet l'achat du club n'est pas le leur, mais est déjà celui du club. C'est-à-dire qu'en fait, ils mélangent une partie de leur fonds à eux à celui du club et ils font supporter le prêt par le club directement. C'est un petit peu comme si, quand tu achètes un appartement, celui qui rembourse le prêt, c'est pas celui qui a acheté l'appartement, c'est l'appartement lui-même. Là, c'est le même délire. C'est-à-dire que les revenus du club permettent de financer les prêts qui ont été souscrits pour l'achat du club. C'est une manipulation financière qui existe dans le monde des entreprises. C'est quelque chose de classique. Et à cette époque, on était en avance, chose que Ronaldo nous avait fait comprendre qu'on a pris du retard, mais à cette époque-là, on était en avance dans la gestion du football. Et ça, c'était une méthode moderne, efficace, pour te permettre d'acquérir un club quand tu as une bonne vision économique. À l'époque, on était très bon sportivement, on a enchaîné financièrement de bonnes choses et de mauvaises choses, mais dans tous les cas, on était performant même financièrement. Ça allait avec le sportif, tout était corrélé, tout allait très bien. On a commencé à avoir une petite alerte en 2008 rapidement. Les gens s'en souviennent plus trop. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Subprime, mais surtout en fait, on a fait une énorme levée de fonds de pas loin de 500 millions de livres de mémoire parce que à l'époque, les Glazers ont beaucoup tiré sur la corde en termes de revenus et en termes de ce qu'ils ont pris, et parce qu'aussi à l'époque, les investissements qu'ils ont fait étaient extrêmement risqués. Et comme le dit Antoine, avec le subprime, le problème qu'il y a, c'est que c'était des taux variables. Donc en fait, l'histoire d'être très simple, tu souscris et le taux le coût de ton crédit, le prix de l'argent en fait a énormément augmenté, ce qui fait que, je dis n'importe quoi, pour rembourser 1000 livres, bah là où tu remboursais 800 euros de capital et 200 euros d'intérêt, d'un coup on s'est peut-être retrouvé à rembourser 600, 700 euros d'intérêt et 200 ou 300 euros de capital. Donc c'est-à-dire que même en versant de l'argent tous les mois, enfin c'est pas au mois, c'est au trimestre, mais on s'en fout, on ne remplissait pas la dette. La seule chose qu'on faisait, c'était payer le banquier. Donc, à un moment donné, ça allait pas. Donc, à ce moment-là, on a fait un prêt de 500 000 livres qui est énorme. Et ce prêt, on l'a fait, c'est pas un prêt bancaire, dans le sens classique. C'est un prêt que tu fais sur le marché et qui, au bout de 10 ans, tu dois tout rendre d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 10 ans, tu ne payes que les intérêts, tu ne payes pas de capital. Et arrivé au terme des 10 ans, bim, tu dois balancer 500 millions d'un coup, ce qui est énorme. En 2018, le club a refait des investissements de ce type pour payer l'investissement de 2008 qu'il fallait rendre d'un coup. Donc là, on est dans cette situation où du coup, on a enchaîné en quelque sorte un double prêt. C'est pour ça que la dette, elle descend pas. Quand à un moment donné, on a vu que ça stagne. C'est pas une question de revenus, c'est une question d'emprunt, en fait. C'est de là où ça vient. Et le second emprunt qu'on a fait, sauf bêtise de ma part, parce que autant ils ont été très transparents sur le prêt, les emprunts de 2008, ils ont même été transparents sur la douille qu'on a pris au moment des subprimes, autant ils n'ont pas été du tout sur le rachat, sur les nouveaux prêts de 2018. Ils ont été refaits. Selon ce que j'ai compris, c'est étalé, c'est pas un seul prêt, c'est plusieurs, sur 5 et 10 ans. La première échéance, c'est maintenant, c'est 5 ans. Donc, on a besoin de fonds actuellement et il y a une échéance à 5 ans. Et je pense, 5 ans, ouais. il y a une échéance à 5 ans, c'est ça, dans 5 ans. Et jusqu'à aussi quelque chose à dire, jusqu'à présent, les Glazers ont toujours refusé des entrées au capital. C'est-à-dire qu'ils ont toujours refusé que des gens extérieurs viennent se greffer sur le club. Il y a 5 ans, quand il a commencé à falloir lever des fonds, ils n'ont pas fait qu'un prêt, ils ont ouvert le club légèrement. Souvenez-vous, on a ouvert une légère partie du capital et c'était des actions minoritaires où les gens n'ont quasiment pas le droit de vote. Ils ont le droit de vote, mais ça compte pas, on s'en fout. Donc là, actuellement, on est dans une situation où on a des gens qui sont déjà au capital au club, mais tout petits, on peut pas en parler, ils sont anecdotiques, on s'en fout. On a les Glazers qui sont majoritaires et on a des du club. Bravo. C'est bien. Et on a des énormes remboursements de dettes à venir. À côté de ça, on a des infrastructures qui sont assez vieillissante, mais pas que. On a une partie vieillissante, mais pas que. Attention, le stade en ce moment au niveau tribune, ça va pas, mais par contre, on a quand même investi on l'a oublié ça aussi dans les dernières années, mais sur Carrington. Et en fait, il y a beaucoup de choses au niveau complexe, entraînement, notamment tout ce qui est les stades couverts, etc. On en a fait beaucoup.
Et d'ailleurs, faut pas oublier aussi qu'à chaque venue d'entraîneur, à chaque fois l'entraîneur a apporté des modifications. Donc ils ont investi, on peut pas leur reprocher, mais ils ont investi Ils que ont juste là-dessus. mis un petit coup de peinture là récemment. Exactement. Ils ont investi que là-dessus. C'est ça le problème. Donc en fait, il y a un énorme reste à côté qui est principalement au niveau des tribunes parce que même les vestiaires technologiques, on est en retard. Technologique, on est en retard. Et la partie de ce que j'ai compris, physio, médecine, etc., on est un petit peu en retard. Et donc la partie stade, on est en retard. Donc en fait, là, les gens qui vont vouloir se porter acquéreurs, et c'est là où maintenant on va parler du futur, les gens qui vont vouloir se porter acquéreurs de Manchester United, qu'est-ce qu'ils ont devant eux? Ils ont une marque qui rapporte, parce que ça, il n'y a pas de problème. Tu sais que c'est une marque qui, même quand elle perd sportivement, elle gagne économiquement. Mais alors, un peu moins cette année, mais c'est une marque déjà avec laquelle tu peux le faire. Il y a des marques que tu peux pas le faire du tout. Si tu perds, tu perds. Point barre. Il n'y a rien à faire. Liverpool, typiquement. Liverpool perd du fric. Les supports, ils sont super bien gérés pourtant. Hein. Ça aussi, c'est un autre délire, mais ouais, ils sont gérés. Ils sont pas mal gérés, ils sont pas bons gérés, ils sont gérés. Il y a pire, il y a mieux. Jusque-là, ok. Donc là, quand tu es acquéreur, il se passe deux choses actuellement. C'est que, du coup, tu as une marque qui va rapporter, mais tu as d'énormes dettes qui vont arriver et tu as un énorme investissement à faire sur la partie physique, c'est-à-dire le stade, etc. Donc ça, déjà, c'est difficile, mais pas improbable. Et actuellement, et c'est marrant que Antoine en parle parce que c'est ça que je voulais parler, il y a quelque chose qui a précipité le fait qu'on arrive à cette échéance des 5 ans. C'est que Liverpool soit mis en vente il n'y a pas longtemps. Liverpool a été mis en vente il y a 1 mois ou 2 à peine, si je dis pas de bêtises. Et le problème qu'il y a, c'est que des gens qui veulent acquérir des clubs dans le nord de l'Angleterre, la liste, elle est pas longue comme le bras, les gars, hein, qui ont et le potentiel, les contacts, qui sont sérieux, qui sont pas des gens qui ont juste de l'argent, mais c'est pas Elon Musk, quoi, mais qui ont aucune connaissance dans le sujet. La liste, elle est pas énorme. Et le problème qu'il y a, c'est que Liverpool, même si c'est une marque qui est moins forte que Manchester, c'est une marque qui ressemble à Manchester. Et tu pourrais, si aujourd'hui tu ne prends pas la décision de mettre en vente, passer à côté de l'acquéreur qui aurait pris Manchester, mais qui à défaut va prendre Liverpool. C'est ça qui précipite. Ouais, c'est ça qui précipite, en fait, la mise en vente maintenant. Et c'est ça qui va rendre intéressante ou difficile l'achat et la vente. C'est qu'en fait, pour chaque acquéreur qui va se prendre sur Manchester United, il y aura peut-être à côté une offre chez Liverpool. Je vous laisse moins cher. Réagir. Moins cher, évidemment. En fait, je croyais que c'était Ronaldo qui avait précipité. C'est ce que j'allais dire. Mais le truc, il y a juste un ou deux points, je suis pas tout à fait d'accord sur le LBO où c'était l'avant-garde et que c'était un super projet pour acquérir un club. C'est un super projet pour l'acquéreur, pas pour l'objet. Pour le club, parce qu'au final, Manchester United parce qu'ils ont fait, il a fallu rembourser la dette des Glazers qui était d'environ 750 750, mais actuellement on est stable sur 550-600 millions. Ouais, exactement. Par contre, tu payes l'intérêt de cette dette-là, c'est quand même le club qui paye. Ouais, exactement, mais c'est le club qui paye. On ne peut pas dire que c'est des investisseurs en fait, les Glazers. Ils n'ont rien investi de leur poche. Oui, ils ont investi 200 millions de leur poche. 200 millions. Ouais, très peu. Là, ils veulent 4 ou 5 milliards. Là, en fait, où tu as raison de le rappeler, c'est qu'on peut gagner de l'argent. Il y a juste un point que je voudrais rajouter. Il y a une nouvelle règle qui est passée auprès de la Première Ligue. Donc, les clubs qui sont achetés en Première Ligue, tu ne peux pas retirer de dividendes sur c'est 10 ans, il faudrait confirmer, je crois que c'est 10 ans. Donc, les acquéreurs, c'est pour ça que pour moi, on risque de se tourner soit sur un consortium qui veut faire ça sur le très long terme, soit sur un prince Dubaï ou un Indien qui veut juste gagner, en gros, qui sont fous de l'argent. C'est que quand tu achètes un produit comme Manchester United, pour beaucoup, c'est des produits financiers. C'est pas, tu achètes une marque, le club. Il y a plein de propriétaires où en fait ils s'en foutent qui connaissent pas forcément le foot. C'est pas ça le problème. Ça n'a pas été ça le problème de la gestion Glazer. Mais il va falloir vivre quand même en te disant j'ai investi 5 milliards. Ah non, je suis trop bas. Tu investis entre 5 et 6 milliards pour le club et sur le très pour court le rachat, terme, pour le rachat du club. Et sur le très court terme, c'est-à-dire dans les 2-3 prochaines années, il faut investir, si tu veux être compétitif, c'est logique, entre les infrastructures, l'équipe, le staff. Quand je dis le staff, parce que tu as parlé des physios, tout ce qui était ça, mais tout ce qui est diététique, il paraît qu'on est à la ramasse. Je ne veux pas le dire, mais c'est ce que. Moi, j'ai mis médecine dans son ensemble. On a les mêmes cuistots que depuis que Ronaldo est là. Donc.
C'est Dalot qui fait les pizzas. Mais doucement, parce que le cuistot, il est niçois. Hein. À Manchester, le cuistot, il est niçois, alors doucement. C'est Fletcher, merde, c'est Fletcher qui peut faire tout ça. Mais bref, c'est-à-dire qu'en gros, d'après les estimations de 2-3 personnes que j'ai vues qui sont assez fiables, en gros, tu dois avoir 6 milliards, tu dois acheter le club 6 milliards et tu dois investir dans le club entre 2 et 3 milliards sur les 3 prochaines années. En sachant que le stade d'Old Trafford, moi je suis plutôt. En fait, le projet qui coûterait le plus cher, c'est renouveler. Sinon, le changer. Ouais, mais moi, ça me ferait un peu chier de changer. Mais je préférais qu'il. Tous les gros clubs l'ont fait, mais c'est vrai que c'est mythique quand même, Old Trafford. Mais si tu peux faire comme Bernabeu, par exemple, où ils ont. Bref, ça, c'est de l'immobilier, c'est pas notre domaine. Mais... Donc, en gros, il te faut, toi ou ton consortium, entre. Allez, fourchette basse, 8 milliards. 8 et 10, ouais. Entre 8, fourchette basse, 8 milliards sur les prochaines années, en sachant, sur les 2-3 prochaines années, donc en sachant qu'actuellement, le seul nom fiable qui sort vraiment, c'est Jim Ratcliffe. Je ne sais pas si c'est fiable. Oui, c'est fiable. Même, et en part le fait qu'il soit il y a quelques mois, en plus, qu'il est potentiellement intéressé, est-ce que vraiment c'est très fiable, quoi? Non, mais c'est pas ça. Je pense pas qu'il ait les reins solides. Je pense pas qu'il ait les reins solides. Alors, c'est dur de dire ça de quelqu'un qui a 15 milliards de fortune personnelle, mais je suis assez d'accord là-dessus. C'est qu'en fait, tu te dis que pour un club de notre magnitude et dans notre état financier, alors à savoir que quand on payera les 6 milliards, la dette, elle va être remboursée dans ces 6 milliards. Hein. Il n'y a aucun acquéreur qui va être d'accord de prendre la dette des Glazers. Hein. Surtout qu'elle est au nom de la société Red United, donc c'est encore autre chose. Red Football, pardon. Donc, il faut 8 milliards. Jim Ratcliffe, qui est là, c'est source fiable, parce que d'ailleurs, c'est son entourage qui a confirmé qu'il était intéressé. Qui était intéressé. Donc, Jim Ratcliffe, c'est la source la plus fiable qu'il y a actuellement. Alors, des acquéreurs, là, il y a tout le monde qui est en folie dans le monde des investisseurs, des gros. On a eu Apple et dans la même journée, non, Apple démenti. Non, mais dans le sens où ça part dans tous les sens, quoi. Ouais, exactement. Apple jamais investirait. On a failli avoir le McTominay. Voilà. Deux choses, s'il vous plaît. Deux choses. Oui. Alors, une, c'est pour la. Vas-y. Alors, la blague, j'accepte. Vas-y. Pour la blague, quand même, vous avez vu qu'il y a Ed Woodward qui est en conseiller pour la vente. Ah oui. J'ai plaisir à tout le monde. Je pense que lui, il nous lâchera jamais vraiment, en fait. Cela dit, en vrai, c'est une bonne chose. Cela dit, on rigole parce que il y a des gens, mais je vous rappelle qu'Ed Woodward est sûrement le meilleur financier que le club ait connu et que je pense que, honnêtement, c'est celui qui connaît le mieux actuellement. Ouais. Et je pense que c'est celui qui connaît le mieux actuellement le club dans sa profondeur. Donc, honnêtement, en vrai, c'est une bonne chose. La deuxième chose, et après, je te relaisse la parole, Antoine, ou si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est que par contre actuellement dans le monde du football, quand un gros achat se fait, il y a que deux types d'acquéreurs actuellement. C'est soit des consortiums de pays asiatiques, ou américains ou asiatiques, ou c'est un pays État. Et honnêtement, je ne souhaite ni l'un ni l'autre. Et je le dis parce que ici vous m'avez entendu le dire plusieurs fois. Je sais que beaucoup de monde critique les Glazers. On pourra peut-être avoir une discussion dans 10 ans en se disant. Finalement. Être seul. Non, on va être seul. Ah bon, ils ont fossoyé le club. T'es le seul que je connais. Alors, moi, il y a un truc où je suis d'accord avec toi. Non, c'était l'enfer. Ils ont fossoyé le club, ils ont mis les mauvaises personnes au mauvais endroit. Leur achat a coûté 2 milliards à Manchester United. Manchester United, pas au Glazer. Donc, c'était vraiment des fossoyeurs et ça a été un cancer pour le Manchester United. Par contre, où je suis plutôt d'accord avec toi, c'est que ça va pas être forcément mieux chez le prochain propriétaire. Et comme tu dis, il y a deux possibilités. Puis après, je lâcherai la parole, puis j'ai juste encore une info à donner après. Mais en gros, ça va maintenant être soit un consortium américain, ça peut être de tout ou de rien. C'est-à-dire, ça peut être très efficace comme une catastrophe. On a vu les débuts du propriétaire de Chelsea. Cet été, ils commencent à se structurer, ils ont fait un peu n'importe quoi. Mais ça peut être pire que les Glazers. Le consortium, il n'est pas obligatoirement américain. Hein. Regarde, ils ne sont pas américains. Hein. Tu as eu une rumeur qui disait qu'il préférait vendre justement à des Américains. Et puis, il n'y a jamais un consortium chinois qui a réussi. Tu regardes le consortium chinois peut-être le plus puissant, c'est peut-être Milan AC, ça a quand même été très compliqué financièrement, c'est toujours compliqué malgré l'argent, parce que les Chinois ils vont pas dépenser à perte. Et l'Inter qui au début ça se passait bien, mais là ça commence à partir en cacahuète. Exactement, ils ont dû vendre des joueurs pour ça. Bref. Et en gros,
En gros, tu arrives à te dire maintenant, est-ce que tu préfères un club État ou un consortium? Moi, j'ai envie de te dire que, alors dans les Émirats, celui qui me répugne le moins, c'est peut-être Dubaï. Mais moi, j'ai pas envie d'être. Ah non. J'ai pas envie d'être. Alors, je supporterai toujours Manchester United, mais ça me ferait chier d'être qu'on soit. Alors, mais d'un côté, je me dis, si on doit sportivement, c'est là où il y a il y aura pas de choix parfait à mon avis, parce que sportivement aujourd'hui, si tu veux concurrencer juste dans notre championnat City et Newcastle, est-ce que quelqu'un avec est-ce qu'un Jim Ratcliffe, par exemple, je prends l'exemple, mais c'est pour donner un nom, hein, pour donner un type de gars. Est-ce qu'un type de gars plutôt de Grande-Bretagne qui veut plutôt faire quelque chose sur le long terme, est-ce que tu peux concurrencer ces clubs États-là? Je ne crois pas. Aujourd'hui, quand tu regardes les clubs qui jouent le haut du panier, tu as les clubs États. Chelsea en faisait partie, hein, tu peux le dire comme vous voulez, mais Chelsea en faisait partie avec Abramovich. L'argent, il vient bien directement des oligarques et il peut dire merci Poutine, mais bon, maintenant plus même. Donc, c'est les clubs États, c'est le Bayern Munich qui est un exemple de gestion parfait que tu atteindras peu. Et mais ils ont aussi un autre bénéfice, c'est que tous les clubs allemands, c'est le centre de formation du Bayern Munich. Non, mais c'est surtout que le Bayern, ils sont sur un système économique qui est impossible à reproduire et qui est daté de. Exactement. Mais ils ont aussi cet avantage-là, c'est que si d'un coup ils veulent chercher, tu vas voir leur transfert, ça commence gentiment à changer, mais avec 10 ans de retard sur les autres, c'est que s'ils veulent aller chercher un top joueur d'une équipe qui est 10e de Bundesliga, ils vont le payer 15-20 millions. Alors que si tu veux faire la même chose en première ligue, tu vas le payer 70-80 millions. 70-80 millions. Grealish, l'exemple parfait, Grealish, il joue à Aston Villa qui s'est sauvé au dernier moment, 117 millions, sans aucune expérience internationale ni européenne. Donc, juste pour revenir là-dessus, c'est que soit c'est un club État qui domine, soit après tu as encore le Barça Real, mais même Barça Real qui sont payés par des socios, c'est des clubs à part, c'est très compliqué et on peut pas comparer parce que c'est pas du tout le même système. Et puis le Real est un club État. Exact. Oh, bah. Et puis c'est même plus qu'un club royal. C'est même plus qu'un club État parce que les clubs espagnols ils peuvent dire merci pendant la grève pendant la crise financière de l'euro et puis quand ils étaient au plus bas, ils peuvent remercier les banques centrales européennes et ils peuvent remercier les petits Allemands qui travaillaient comme des malades pour payer les crédits qu'ils autorisaient au Barça et au Real. Mais bref, ça c'est autre chose. Mais dernière chose que je veux dire, en gros, pour moi, ça va être soit un club État, soit un consortium américain. Dernière chose, l'action de Manchester United a gagné 70% depuis l'annonce de la potentielle vente par les Glazers. Donc, en gros, la capitalisation boursière, elle est déjà à 3,53 milliards. Donc, les prix, d'ailleurs, certains analystes comment ça s'appelle, Financial Times, je crois, je sais plus, estiment que ça pourrait même monter jusqu'à 7,5 8 milliards pour l'achat du club. Ça va être un achat comme il n'y a jamais eu dans l'histoire du sport, en tout cas en Europe. Même aux États-Unis, c'est plus compliqué. Les top clubs, les top franchises n'ont pas été vendus depuis très longtemps. Donc ça va être énorme. L'estimation de Liverpool, on est très loin des chiffres. C'est pas du tout la même magnitude. Liverpool va être vendu comme Chelsea aux alentours des 3,5-4 et Manchester, ça sera 6-7 parce qu'on a cette magnitude et cette puissance qui va au-delà du sport. Mais juste pour finir, après je vous laisse la parole, parce que j'ai beaucoup trop parlé, comme d'habitude. Notre histoire, ce qui fait qu'aujourd'hui on est toujours autant populaire auprès de tout le monde, malgré des résultats sportifs calamiteux, une gestion calamiteuse, c'est notre histoire. C'est Manchester United. Est-ce que le fait d'avoir un propriétaire qui vient de Dubaï, je dis Dubaï, mais j'ai rien contre les Dubaïotes, hein, moi je m'en fous, mais est-ce qu'avoir un pays du Golfe qui vient et qui change tout, est-ce que ça va pas justement alterner cette image? Et juste pour terminer sur le pays du Golfe, par contre, peut-être que la puissance économique de notre club liée la puissance économique d'un club État, je pense qu'on arriverait dans un monde où il n'y aurait que nous, en fait, financièrement. Moi, il y a quelque chose qui me dérange par rapport à ce que tu dis et ce que je lis un petit peu sur la toile. Malheureusement, ça va être un choix entre la peste et le choléra, les gars. On n'a pas trop le. Ah, je suis un peu d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Excusez-moi, mais dans cette sphère très sélecte des richissimes, des multimillionnaires, milliardaires, qui a les mains propres là-dedans? Alors là, tu prêches un peu. C'est pas une question de main propre.
Non, mais il a raison. Tu deviens pas, t'as pas Il y en a 20 qui. t'as pas 20 milliards de fortune. T'as pas 20 milliards de fortune en ayant traité chacun des personnes autour de toi de façon égale. Hein. Ben oui, t'en as qui te disent, je veux pas être sous pavillon, je vais dire arabe, comme ça on regroupe tout le monde, bah parce qu'il y en a qui traînent dans des trafics d'armes, ou je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce. Pareil Après, pour c'est certains pas qui veulent l'Arabie pas Saoudite. forcément. C'est pas Oui, l'Arabie Saoudite, c'est différent quand même. Quand je vois certains qui comparaient, parce qu'on avait déjà eu des rumeurs l'année passée ou il y a 2 ans de l'Arabie Saoudite qui voulait reprendre le club, ou aujourd'hui, ça a l'air d'être Dubaï. Euh, c'est pas la même chose, parce que l'Arabie Saoudite, je veux pas me faire d'ennemis sur ce podcast, mais au niveau droits de l'homme et tout, c'est encore pire que. C'est vraiment très très limite. Alors Dubaï, c'est un poil moins limite. Mais comme tu dis, il n'y a aucun de ces milliardaires qui est clean. Peste ou choléra. Jeff c'est ça, Bezos, exactement. regardez Donc, Elon Musk. Je crois que je préfère que ce soit Dubaï qui achète le club que Jeff Bezos ou Elon Musk. Ah, bien Eux, sûr. pour moi par exemple, Jeff Bezos, qui est le plus moi, riche du monde, il a plus de sang sur vais, les mains que n'importe qui. Hein. peu importe qui achète le club, le principal critère, c'est qu'ils mettent le club avant toute chose. Et ça, généralement, tu as apporté un élément de réponse tout à l'heure, Antoine, dans ton monologue, entre guillemets. Un club-État, comprennent les Arabes, les Chinois, les Indiens, comme tu as dit, peu importe, c'est le concours de qui a la plus grosse, si je peux me permettre. C'est-à-dire que quelqu'un, et on le voit avec City, City, il est venu, il s'est dit, je veux être le meilleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entouré des meilleures personnes possibles. Et ça marche. Un club État, généralement, il est là pour montrer qu'il a de l'oseille, qu'il fait ce qu'il veut avec son argent, qu'il va être là. Manchester United, grâce à son riche propriétaire, bah, il revient sur le devant de la scène. Un consortium, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va être un projet qui va prendre un petit peu plus de temps. Ils vont chercher à faire un peu d'argent, voire même beaucoup d'argent, comme l'a fait les Glazers. Donc, comme je l'ai dit, ça synthétise bien la chose, je pense. Hein. Ça va être le choix entre la peste ou le choléra, tout simplement. Pour apporter de l'eau à ton moulin, en fait, les fonds d'investissement, que ce soit américains, peu importe, eux, ils vont chercher la rentabilité. C'est ça qu'eux, c'est tout ce qu'ils veulent. Hein. Eux, ils veulent mettre en place un projet rentable, c'est ça. Et il y a un Ouais, eux, ils projet veulent de la derrière. rentabilité. Ouais, eux, ils veulent retirer le maximum d'argent. Maintenant, les clubs États, si on part sur le cas de Dubaï, ben, en fait, ils ont acheté City. Enfin, les propriétaires viennent de Dubaï. C'était plus dans l'optique de soft power, de faire connaître leur État. Là, si ils viennent chez nous, je pense que la logique serait différente. Je dis pas que ils viendront pas pour faire le concours de la plus grosse, mais je pense que l'objectif serait différent. Mais je saurais pas pourquoi en fait ils viendront prendre un club comme le nôtre. Ça fera comme Newcastle. Hein. S'ils ont pris Newcastle, historiquement, tu peux prendre Manchester. Hein. Bien Ça, sûr. c'était Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, oui, eux, parce qu'eux aussi, ils voulaient s'implanter dans le football. Là, le Qatar, à la limite, si c'était le Bahreïn, là, je me dirais, oui, là, Bahreïn, oui, là, eux, ils vont rentrer durablement dans le football. Je pense que Là, c'est pas une guerre de pays, c'est pas par pays. Je pense que c'est un gars qui a des sous et qui se dit, je veux un club. Des fois, ça va pour pas moi, plus loin que ça. pour moi, c'est plus une guerre par pays parce que ne serait-ce qu'entre eux, ils se font la guerre. Oui, aussi, aussi. Donc, c'est Peut-être plus une guerre par pays. que, C'est pour ça que si peut-être c'était le que Bahreïn, je pense que ça aurait été, la logique aurait été différente. Alors que si c'est Dubaï, ben, ils ont déjà un club, ils sont déjà connus et ils sont concurrents, entre guillemets, avec le Qatar. ils ont qui comme club Euh, Dubaï? Ils n'ont pas Dubaï. Non, C'est Abu Dubaï. Dhabi. Ouais, les gars de, Abu les Ah gars Dhabi, de mince, City, Abu c'est Dhabi, mince, pas. mince, ouais, non, Abu j'ai Dhabi confondu, excusez-moi. City, Doha Ouais, Al PSG, Abu Dhabi et City, pardon. Doha Al PSG. Ouais. C'est Ah ouais, justement, ouais, non, donc, ouais, c'est donc, justement du coup, ouais, Dubaï. donc, La rumeur Dubaï, c'est surtout que Dubaï serait intéressé sur le fait que c'est un peu le dernier des gros Émirats. Après, il y a encore d'autres. Qui n'a pas de grand ouais, Il n'a club. pas de effectivement. club. Par contre, si on peut, ouais, Ouais. c'est pour Les ça gars, que. Effectivement. Donc, du coup, ça rentre dans le cas, comme si je prenais le Bahreïn. Donc, Ouais, ça on rentre remplace totalement Bahreïn dans par cette, Dubaï, quoi. ouais, ça rentre totalement dans cette logique-là. Donc, Moi, enfin, je sais pas, peut-être que je suis traumatisé, entre guillemets, mais je veux pas d'Américain. C'est con, hein, parce que ça va à l'encontre de ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. Mais je sais pas, j'ai pas forcément envie En d'avoir fait, des Américains. je pense que tu as dit quelque chose quand même que tous les
les fans de Manchester United seront d'accord avec. On a besoin de quelqu'un qui mette le club avant tout, avant ses propres profits, qu'il soit américain, on s'en fout tous. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait des moyens. Le problème, c'est que l'achat d'un club de la magnitude de Manchester United, il y a peu de particuliers qui peuvent vraiment le faire. Quand je dis particulier, c'est une fortune unique. C'est un cercle très restreint là. Très très restreint, surtout avec les investissements à faire. Et il faut que ce soit des investisseurs qui mettent le club avant tout. Et il y a deux façons de faire, soit un gros club, un gros consortium ou un très gros acheteur qui investit très intelligemment, mais massivement et pour tout reconstruire sur le long terme, comme City l'a fait, ou un club, alors c'est les deux propriétaires viennent plus ou moins du même endroit, mais ou soit tu as la façon PSG où tu arrives et puis tu bombardes à coup de 200, 300 millions sur les premiers mercatos pour te construire une équipe, et une fois que tu as construit l'équipe, tu regardes pour le reste. Donc, le profil idéal, en fait, c'est Jim Ratcliffe. Le profil idéal, c'est Ratcliffe, mais seul, il peut pas. Est-ce qu'il y a vraiment un profil idéal en soi? Non, mais puis Ratcliffe, c'est facile à regarder l'OGC Nice. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'exceptionnel à l'OGC Nice? Moi, je peux dire, c'est pas la même chose. Tu peux pas lui donner tort là, Dava, quand même. Moi, je peux vous dire encore, parce qu'il a, avec le groupe Ineos, il a aussi racheté Lausanne Sport, qui est un club qui est à quelques dizaines de kilomètres de chez moi, qui est un club suisse, donc bien sûr personne n'en parle. C'est le groupe Ineos. Alors, ça n'a pas coûté la même somme que Nice pour être racheté. Et la gestion du club est catastrophique, cataclysmique. C'est un des clubs les plus titrés en Suisse. Ils sont redescendus en deuxième division malgré les investissements. Ils n'arrivent pas à remonter. Les transferts, ça veut rien dire. Alors, ils ont construit un nouveau stade, mais en Suisse, c'est différent. Les stades appartiennent aux villes, pas au club. Donc, moi, je mets entre guillemets, je suis pas sûr que... En France aussi. Donc, ce sera vérifié, mais je crois que c'est bien ça. Et au final, tous les fans de Lausanne, alors on est bien d'accord que c'est pas du tout la même chose. Quand ils ont appris que Ineos et Jim Ratcliffe rachetaient le club, ils se voyaient déjà en tête du championnat. Et 2 ans après, ils sont relégués et avec une gestion sportive qui est catastrophique. Nice, je me permets de te couper juste pour dire, moi je dois y aller. Donc, bonne soirée à vous les gars et merci pour cet échange. Ouais. Merci. Et tu vois, comme tu dis, Nice, c'est une catastrophe. Hein, ouais, une catastrophe. Nice, quand ils sont rachetés, on en parle comme la 3e puissance économique, le club qui va rattraper. À l'époque, c'était le Monaco et le PSG et tout. Ils n'ont pas encore joué une fois la Ligue des Champions. Hein. Et la gestion sportive n'est pas parfaite. Je pense que le plus important dans le futur acquéreur, au-delà du fait qu'ils mettent le club en priorité, c'est surtout qu'ils s'entourent des bonnes personnes. C'est surtout ça. La structure, il faut qu'elle soit parfaite. C'est ça qui me fait peur avec Ratcliffe. J'ai pas l'impression qu'ils sachent s'entourer, parce que déjà on le voit à Nice nous-mêmes, mais si tu nous rajoutes aussi un exemple avec Lausanne, ça fait peur. Ça fait quand même 2 clubs. Tu regardes... Ouais, je t'ai encore dit, c'est toujours Brentford. Brentford, je crois. Son homme de main, en gros, dans le sportif. Et qui gère ça, et c'est toujours une catastrophe. Donc, et tu peux même aller encore plus loin au niveau sportif. L'équipe de cyclisme Ineos, depuis qu'ils sont là, avant qu'ils soient là, avant ça s'appelait l'équipe, c'était Sky, le sponsor principal. Sky, ils défonçaient tout le monde. Depuis qu'il y a Ineos, alors qu'ils ont un budget qui est le 2e plus gros budget du plateau de cyclisme. Alors, je sais que ça parle à beaucoup moins de monde, le cyclisme, que le foot. Ils ont le 2e plus gros budget du plateau derrière une équipe qui s'appelle UAE, qui est l'équipe des Émirats Arabes Unis. Mais ils font erreur sur les castings. En gros. Alors qu'ils ont repris les bases de l'équipe la mieux gérée, ils ont juste injecté l'argent. Au niveau sportif, hormis être un sponsor de Mercedes, ils m'ont pas convaincu partout. Et puis, comme tu dis, il y a 2 exemples dans le foot, les 2 sont mauvais. Alors, je veux pas dire que parce que Nice, parce que si tu fais Lausanne fois Nice, on n'arrive toujours pas à Manchester United en termes de magnitude, hein, mais de très loin pas. Mais c'est quand même. Ça fait peur. Autant pour moi, on va pas faire une Gérard Lopez, même si les profils ne sont pas du tout les mêmes, et Lopez, c'est son argent à lui. Mais bon, lui, il a de l'argent, là, avec les 2 exemples.
Oui, personnellement, oui, j'en doute pas. Mais... Oui, c'est pas comme. Non, mais Gérard Lopez, c'est pas son argent, alors que Ratcliffe, c'est son argent, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Mais ouais, ben donc là, ouais, la gestion Attends, il y a Ellie qui nous coupe là. Ouais, c'était pour dire, je propose qu'on passe à la conclusion, parce que ça fait 1h20 qu'on enregistre. C'est bon pour vous? Ok. Ouais. Ok. Bah voilà, on va s'arrêter là. On a traité 2 sujets, mais bon, voilà, il y avait pas mal de choses à dire sur les 2. Le sujet épineux. Ouais, Ouais. effectivement. Et autant le sujet Ronaldo, bah, je pense qu'il est derrière nous maintenant. Enfin, en tout cas, on croise les doigts. Autant le sujet Glazer, voilà, il va certainement nous occuper là pendant les prochains mois. Donc, bah, merci à tous d'avoir donné vos avis sur le sujet. Merci à toutes les personnes qui nous auront écoutés partiellement ou jusqu'au bout. Voilà, comme je disais au début, voilà, laissez un commentaire si vous avez des suggestions, si vous avez des avis à partager sur le cas Ronaldo, sur la vente du club, voilà, laissez-les, on les lira avec attention, on y répondra. Donc voilà, nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir quelques feedbacks sur ce qu'on fait. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Merci Antoine, merci Mohamed, merci Adama. Merci les gars. Bonne soirée. Merci à tous. Pour une nouvelle aventure. Salut tout le monde. Salut.